Nous sommes, disons, en 1800. L'épopée est finie. La principauté de Liège n'existe plus. La cité n'est plus la capitale d'un pays, mais le chef-lieu d'un département, celui de l'Ourthe. Les Liégeois, devenus français, ont pour la première fois de leur histoire changé de nationalité. Combien de Liégeois désormais? Combien d'habitants en 1800 autour de la place Saint-Lambert? Un peu moins de 50 000. Oh, excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Moins de 50 000, c'est juste, mais parler de la place Saint-Lambert en 1800, non. La cathédrale est toujours là. Attaquée, mutilée, progressivement démolie, elle continue d'occuper sa place. Les tours de sable sont toujours debout, intactes, sur la façade occidentale. On ne commence à les ébrécher qu'en 1803, et elles résisteront longtemps. Il faudra un quart de siècle encore pour que la cathédrale, ayant rendu sa dernière pierre, ou presque, s'efface, du dessus de la place qui prendra son nom. À ce moment-là, d'ailleurs, les Liégeois ont changé de nationalité pour la deuxième fois. Ils ne sont plus français depuis 1814. En éprouvent-ils du soulagement, de la déception? Allez savoir, on ne leur a pas demandé leur avis, mais il y a des indices. Malgré la conscription, malgré la consommation de chair humaine, des guerres incessantes de Napoléon, voyez cette caricature. Voyez le défilé de ces pauvres recrues qu'on habille en soldats et que l'ogre saisit d'une main pour les précipiter de l'autre dans les brasiers de la gloire. Malgré la désastreuse campagne de Russie, puis la retraite des vaincus à travers l'Allemagne, malgré l'affaissement irrémédiable de l'Empire, tout indique que les Liégeois sont restés francophiles. À quelques semaines de l'arrivée des Uhlans et des Cosaques, le dernier préfet du département de l'Ourthe affirme, dans un rapport officiel, la fidélité certaine des populations wallonnes dans leur ensemble et des Liégeois en particulier. Pour lui, la coupure linguistique est décisive. Il va jusqu'à écrire: la masse des Liégeois est française, par les mœurs et le caractère. Mais cette masse est enfoncée dans une impasse, bordée de tous côtés par des Allemands et des Flamands, qui portent au premier une haine vraiment nationale. Micou-Dumont, novembre 1813. Haine nationale mise à part, je ne la mentionne que pour ne pas tronquer la citation, les historiens modernes qui ont étudié l'opinion publique de l'époque confirment la réalité de ce jugement du préfet. Mais les Alliés entrent en vainqueurs à Liège fin janvier 1814. Alors, quel sera notre avenir? Quelle place pour nous en Europe? Dans quel État? Dans quelle patrie? Pas question de ressusciter l'ancienne principauté. Pas question non plus de nous laisser à la France. Les projets s'élaborent entre les puissances victorieuses, Russie, Prusse, Autriche, Angleterre. Ils s'élaborent ces projets et se transforment dans des congrès qui se tiennent à Vienne. Avant et après Waterloo, cette ultime ruade de Napoléon, cette ultime défaite de l'Empire, 18 juin 1815. Alors, on devient quoi? Il est question pendant des mois que la rive droite de la Meuse, y compris toute la ville de Liège, revienne à la Prusse. Mais non, la Prusse devra se contenter de Malmedy, Eupen et Saint-Vite. Et le verdict définitif tombe. Liège, avec l'ensemble des provinces belges, sera amalgamé à la Hollande sous la souveraineté de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. On ne peut prétendre que cet homme nous veuille du mal, bien au contraire. Il dote Liège d'un théâtre, et même d'une université. Il encourage l'essor industriel, et spécialement les aciéries de John Cockerill,
à Serein. Mais sa politique générale cristallise contre lui toutes les oppositions des provinces du Sud. Les catholiques en font leur bête noire parce qu'ils craignent pour leur enseignement que ce roi protestant menace. Les libéraux insupportent son despotisme qui rappelle un peu trop l'Ancien Régime. Tous maudissent ces lois linguistiques visant à faire du néerlandais la langue nationale. Elles s'étendent d'abord en Flandre, où personne n'en veut, car la bourgeoisie dominante y parle français et le peuple quantité de patois. Elles s'étendent à Bruxelles. Elles s'insinuent en Wallonie. Savourez cette caricature qui décrit le désarroi des soldats wallons, commandés en néerlandais par un officier néerlandais. L'un reste au garde à vous, l'autre brandit son arme en avant, un troisième s'accroupit, genoux en terre, le dernier se penche pour observer ses compagnons et comprendre ce qu'il faut faire. C'est lui, sans doute, qui justifie le mieux la légende. Que diable a-t-il dit? Tu ne comprends rien. Tous ces mécontentements finissent par unir catholiques et libéraux incontestablement, bruxellois, wallons, flamands peut-être. Résultat, la révolution de 1830 qui donne naissance à la Belgique. Faut-il s'étonner que notre révolution, septembre 1830, s'inscrive dans la foulée d'une toute nouvelle révolution à Paris, juillet 1830, où la fougue populaire accouche d'une monarchie constitutionnelle, celle de Louis-Philippe, qui refusera la couronne belge, le Congrès national à Bruxelles tendra vainement à son fils. Faut-il s'étonner que notre révolution de 1830 s'inscrive dans la continuité de celle de 1789? Faut-il s'étonner que les villes wallonnes y participent davantage que les villes flamandes, à l'exception de Louvain? Certainement pas. Pas plus qu'il ne faut s'étonner que les Liégeois y jouent un rôle décisif, moins par l'importance des troupes qu'ils emmènent à Bruxelles que par le tempérament du chef qui les entraîne, Charles Rogier, qui saura brusquer les événements. La nouveauté étonnante, c'est que les Liégeois rejoignent les Brabançons. Ils adoptent leur cause et leur drapeau, le futur drapeau belge. La nouveauté, c'est le slogan sur cette oriflamme. Liège pour Bruxelles, vaincre ou mourir. Pourquoi cette passion subite, ce coup de cœur? Parce qu'il y a, de part et d'autre, un élan commun vers la liberté. Parce que les Liégeois, après avoir perdu leur antique nation, après avoir perdu la France, ont le sentiment, à tort ou à raison, de se forger une nouvelle patrie. Ainsi naît la Belgique de 1830, avec ses institutions strictement francophones, avec sa démocratie férocement bourgeoise, avec son droit de vote limité à une minorité fort mince de très riches possédants. Ah, qu'il est loin le suffrage universel que les Liégeois avaient connu dans les années 1792-93. On ne le retrouvera qu'après 1918. Et qu'elle est précaire, cette patrie naissante. Une contre-offensive hollandaise, en 1831, menace sérieusement de la balayer. La Belgique ne sera sauvée que par l'intervention de l'armée française, du maréchal Gérard. Sur l'évolution de cette patrie de 1830, qui n'arrête pas de se convulser ou de se défaire de nos jours sous nos yeux, la place manque dans notre émission pour en dire davantage. Une image encore pourtant, deux destins croisés, contrastés. Figurez-vous qu'Antoine de Méan, notre dernier prince-évêque, est de retour en 1817, pas à Liège, mais à Malines, dans la fonction d'archevêque et de primat de Belgique. Figurez-vous que Laurent-François de Thiers, le président du congrès de Polleur sur les droits de l'homme, est de retour lui aussi. Élu au Congrès national en 1830,
notre franchi Montois y défendra la thèse républicaine. Il en démissionne quand la Belgique se prononce pour la royauté. C'était un homme de principe, François de Thiers, et sans doute il lui importait peu que le futur souverain fût de souche française, comme ce jeune duc de Nemours, deuxième fils du roi Louis-Philippe, ou d'origine allemande, comme ce Léopold de Saxe-Cobourg, que l'Angleterre nous recommande efficacement. François de Thiers, il l'avait proclamé en 89, n'admettait d'autre souveraineté que celle du peuple. Tant pis pour lui. À propos, combien d'habitants place Saint-Lambert et alentour en 1830? Au moins 55 000. La place est inaugurée par le prince d'Orange le 20 septembre 1829. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour la dynastie hollandaise. Un an après, la Révolution belge lui aurait volé cet honneur. Quant au projet, ils ont commencé bien avant. En 1795 déjà, un concours est ouvert pour l'aménagement d'une place qui reste encore à dégager des vestiges de la cathédrale. Et on sait que c'est Joseph Drepp à qui nous devons les vues les plus émouvantes et les plus fidèles du monument en perdition. On sait que c'est Joseph Drepp qui a remporté le premier prix avec l'un de ses 6 projets, tous perdus d'ailleurs. En trouve-t-on une réminiscence, une réplique dans ce temple de la liberté? Dessiné par le même auteur, effectivement destiné à Liège, ce temple aurait suffi à remplir la place Saint-Lambert et, du coup, à la supprimer. D'autres projets viendront par la suite, au XIXe siècle notamment. Aucun ne sera réalisé. Ce qui n'empêche pas que la place se transforme, qu'elle aille à son gré. Ce n'est pas elle qui constitue la grande affaire à l'époque, à Liège. La grande affaire, c'est de combler les innombrables voies d'eau qui découpent la cité et qui nuisent non seulement à l'hygiène, mais aux charrois, aux communications. C'est un problème que nous évoquions dès le début de la première émission. Voyez vous-même, voilà le site primitif, avec tous les bras de l'Ourthe et de la Meuse entrelacés. Depuis lors, bien sûr, on a comblé beaucoup de ces bras d'eau, dont certains sont devenus l'avenue Blondaine, le boulevard d'Avroy, le boulevard de la Saunière, la rue de la Régence et ses diverticules, le boulevard Pierrecot, et, en Outre-Meuse, le boulevard Saucy, le boulevard de la Constitution, pour ne parler que d'eux. Mais ces comblements sont récents, modernes. La plupart, en effet, remontent au XIXe siècle. Certains, parfois, sont plus précoces. Permettez-moi de vous présenter quelques aspects de ce combat de la terre et des pierres contre l'eau. Jadis coulait ici un bras de Meuse. C'est devenu l'avenue Blondaine. L'église des Augustins, sur l'actuel boulevard d'Avroy, était jadis baignée par la rivière, fort navigable, comme en témoignent ces embarcations mollement échouées. Le quai d'Avroy a repoussé le cours d'eau à la fin du XVIIIe siècle. Il le repousse davantage encore en 1850. Le quai s'est élargi en promenade. Mais que regarde ce jeune homme tourné vers l'horizon? Les petits bateaux à voile? Pas seulement. L'arrivée d'un important navire à vapeur. Oui, ça doit être le Michel Orban. Le Michel Orban, avec sa cheminée et ses 2 roues à aubes, assure la navette régulière entre Liège et Serein. Capable d'aborder la mer, le Michel Orban s'amarre difficilement ici, en marche arrière, devant la statue de Charlemagne. Oui, vous avez bien vu, ce débarcadère tutoie Charlemagne. Nous sommes vers 1870, à l'emplacement du futur boulevard Pierrecot. Il faut savoir qu'on a creusé d'ici jusqu'au bas de la rue des Guillemins un bassin respectable,
d'une largeur de 80 mètres, le bassin du commerce, pour servir de port à la cité. Port mal commode, mal adapté aux manœuvres de la marine. Et quand il sera comblé, en 1880, un site grandiose s'ouvre à l'enthousiasme des promoteurs immobiliers. Non seulement le boulevard Pierrecot, avec son conservatoire, mais au bout, en bordure de la Meuse, une fois de plus éloigné et rectifié, le somptueux boulevard Frère-Orban. Et surtout l'avenue Rogier, qui s'incurve avec les terrasses, face à l'étang et au parc d'Avroy. Quelle splendeur! Oh, le charme oriental du Trinquehaul dans son écrin de verdure. Oh, l'élégance du kiosque à musique voisin. Oh, la modernité des salles de billard à l'intérieur. Voilà le nouveau quartier chic de Liège. Il est resté d'ailleurs, avec ses façades un peu tarabiscotées, mais un ensemble harmonieux, homogène. Les règlements y veillaient alors, un peu oubliés aujourd'hui. Quartier de haut standing, conçu et construit pour une bourgeoisie opulente que la révolution industrielle faisait fleurir. Bon, revenons un peu en arrière pour continuer à descendre la vieille rivière qui irriguait l'intérieur de la ville, de Blondaine, par le pont d'Avroy, jusqu'à l'extrémité de la Saunière. Voici le pont d'Avroy, réduit à une seule arche. Voici l'extrémité de la Saunière. Reconnaissez-vous l'endroit? À gauche, Saint-Jean. Au fond, Saint-Martin. À droite, le clocher de Sainte-Croix. Au pied de la rue Haute-Saunière s'étendait la place aux chevaux. Là se trouvait le port le plus central de la cité. Un terminus aussi. Impossible au-delà de poursuivre la navigation. Et bientôt, le port va disparaître. Car le bras de la Saunière déjà s'est rétréci en un chenal étroit, bordé d'une promenade, d'où l'on pouvait prendre plaisir à fréquenter des cygnes et des canards. Bientôt envolés, cygnes et canards, le pavé a tout recouvert. Nous voilà place de l'Opéra désormais. Nous sommes en 1866. Bientôt viendront des rails et des trams. Mais quand l'inondation surgit, la rivière reprend ses droits, reprend son lit. Au cinéma Carrefour, on projetait Les femmes nues en 1926. Quelle audace! De l'extrémité de la Saunière, jadis, la rivière de Meuse rejoignait le fleuve par un delta confus, parfois torrentueux, impropre à la batellerie. Ainsi se terminait la grande boucle aquatique qui, depuis notre jet, mais même avant, avait formé la géographie de l'île. Le delta passait sous le pont d'Île, voie de communication principale avec la cité. Mais le pont commence à se couvrir de maisons. Ces arches, bientôt, ne seront plus visibles. Bientôt, le pont devient une rue, rue du Pont d'Île. Si bien que l'île elle-même cesse physiquement d'exister, d'autant que la ceinture fluviale qui l'enserrait s'est progressivement comblée. L'île, à présent, fait cœur avec la ville. Une invention urbanistique en témoigne. Cette galerie couverte qui s'ouvre parallèlement à l'ancien pont d'Île, c'est le passage Lemonnier, inauguré en 1839, une première en Belgique. Mais la suite du delta, me direz-vous, car ici, nous n'avons pas encore rejoint la Meuse. La suite du delta, deux artères bien droites, rectilignes, vont l'enterrer.
delta de pierre désormais. À droite, la rue de l'Université mène directement à la place du même nom. À gauche, la rue de la Régence, écrasant le bief Saint-Denis, son torrent et son pont, mène allègrement en Outremeuse, via la passerelle. Sur l'autre rive aussi, le fleuve faisait des siennes. Que de bras, que de ruisselets, que d'eau. Il faut les surmonter. Apparaît le boulevard Saucy, avec son école, au départ moyenne. Apparaît le long boulevard de la Constitution, avec sa caserne des Lanciers. Rebroussons chemin en direction de la Cité. Le pont des Arches, reconstruit depuis 1859, nous y invite. Il plonge dans une percée nouvelle et fulgurante, baptisée rue Léopold, laquelle nous conduit, sans détour, à la place Saint-Lambert. Une place qui n'est pas vraiment bouleversée par la déchirure de la rue Léopold, cette trouée offerte au trafic vers l'Allemagne. La place, sans nul doute, a une fonction magnétique. Elle joue un rôle d'attraction, d'aimant commercial pour toute la ville, les banlieues, et même au-delà. Mais rien ne la dispose pourtant à se transformer en un nœud routier. La voici en 1919. Quelle affaire à Liège, le 23 juillet 1919. Le président Poincaré vient nous remettre la Légion d'honneur. Une foule enthousiaste attend cette visite solennelle et l'hommage de la France. Tous les regards se tournent vers la tribune officielle, accolée au Tivoli, côté place du Marché. Au premier rang, le maréchal Foch, la reine Élisabeth, Raymond Poincaré, président de la République française, le roi Albert. Charmant aparté entre la reine et le maréchal. Défilé militaire, car la Légion d'honneur nous est accordée à titre militaire. Défilé des défenseurs de Liège, dont l'héroïsme a freiné l'invasion. Une médaille commémorative rappellera leur exploit. Liège résiste aux barbares, 1914. La France honore Liège, 1919. La manifestation fraternelle franchit le pont des Arches, se répand en Outremeuse, atteint même la campagne, mais elle ne change en rien le caractère de la place. Pas plus que ne l'avait changé la naissance du Grand Bazar, son extension progressive, ou ne le changeront plus tard les illuminations prodigieuses pour les fêtes en décembre. Au cœur de la cité, la place gardera longtemps une atmosphère provinciale, avec ses petits pigeons, ses petites voitures pour enfants, ses petits avions qui font le bonheur des photographes. Les projets de la place ne verront le jour qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans les années 60 que l'urbanisme, avec un grand U, se penche enfin sur un aménagement rationnel et méthodique du vide laissé autrefois par l'effacement de la cathédrale. Un vide auquel d'autres vides plus récents sont venus s'ajouter. La Deuxième Guerre mondiale, en effet, a cruellement meurtri la ville. Liège doit être réparée, et tant qu'à faire préparer au temps nouveau. L'avenir, certains l'imaginent comme une expansion sans frein, dont le moteur sera l'automobile. Alors, de grâce, des autoroutes, des voies rapides, des pénétrantes urbaines, jusqu'à la place Saint-Lambert, évidemment. Le gribouillage que vous voyez, c'est l'écheveau des pénétrantes urbaines, marquées en couleur noire. Elles devaient longer la place, à gauche, frôler la devanture des grands magasins en bas, avant de s'engouffrer sans doute dans la rue Léopold. Regardez bien ce graphisme.
c'est l'image de l'idée force, de l'idée maîtresse, celle qui domine à partir des années 60 tous les plans, contre-plans, rataplans qui se modifient, se corrigent et finalement s'annulent, qu'importe qu'ils échouent. À travers leur échec, l'idée force poursuit son action. Elle accomplit son œuvre sur le terrain. La catastrophe descend des hauteurs de Buranville, traverse Sainte-Marguerite, transperce le cadran, dévale sur Saint-Lambert. Elle paraît lancer un signal d'alarme, de détresse, l'église Sainte-Marguerite à l'agonie. L'idée force est-elle passée par là? Vous ne pouvez pas l'apercevoir, mais elle débouche à droite par la rue de Bruxelles. Il y avait ici le square Nodger, avec un magnolia célèbre, un petit étang et des degrés qui montaient vers la rue Saint-Pierre. En se retournant, on découvrait toute la place. Ce coin pittoresque, l'idée force ne l'a pas raté. Il y avait à côté le théâtre du Gymnase, cher au cœur des Liégeois, familier à beaucoup de vedettes et de comédiens étrangers. L'idée force, toujours. Elle s'enfonce profondément dans le bâti, jusqu'au rempart primitif de la ville, efface en passant l'hôtel de Kortenbach. De l'autre côté, voyez, l'île Tivoli tient encore, debout, pas pour longtemps. De ce côté-ci, l'idée force continue à descendre. Les destructions avancent et s'accumulent jusqu'au bas de Saint-Lambert, jusqu'au coin de l'ancienne place verte, rebaptisée Maréchal Foch. Voici le coin, l'angle formé par la coopérative et le phare, suivi de la populaire. Le bouclier de la prévoyance sociale ne protégera pas la coopérative. Le phare, ce lieu autrefois magique, va disparaître. La façade de la populaire, quand même, sera démontée. Et voici le coin du coin, dans son dernier état. Pathétique, comme le clocher de Sainte-Marguerite. Bientôt, la place verte est complètement rongée à son tour. Par-dessus les palissades, on peut apercevoir Saint-Martin. Alors l'idée force remonte la colline. Elle avale le quartier Saint-Michel, sa petite place, son cinéma, puis soudain elle s'arrête, d'épuisement. Entre le palais et Sainte-Croix, presque rien ne subsiste. De l'opéra au perron, il n'y a plus que vide ou décombres. Charles le Téméraire, en 1468, avait saccagé la cité par vengeance. Il pâlirait d'envie devant le spectacle. Et pourtant, aucun acteur du SAC actuel ne nous voulait du mal. Ni l'administration communale et son premier échevin, l'historien Jean Lejeune, hélas, ni la province, ni le ministère des Travaux publics, ni le ministère des Communications, ni celui de la Justice, pas plus que les responsables des transports urbains, ni les bureaux d'architecture ou d'urbanisme accrédités. Et les archéologues seront les premiers à se révolter, car on ne détruit pas seulement en surface, mais sous terre. Attention, les bulldozers attaquent. Pour préparer des coulées de béton, ils écrasent les témoignages de l'histoire. Étrange affrontement entre pelleteuses et fouilleurs, entre promoteurs et défenseurs du patrimoine. Halte là, vous ne passerez pas. En résistant aux machines, les archéologues ont préservé les chances d'un archéoforum à Liège, car ils ont sauvé des vestiges précieux, des pièces rares. Par exemple, ce sarcophage. Par exemple, ce columbarium. Par exemple, ce chapiteau roman. Entre-temps, on voit s'élever des décombres, deux tours bizarres, disgracieuses, insolites. Il s'agit des gaines d'ascenseur et d'aération de l'annexe provinciale qu'un ancien gouverneur tient à bâtir pour mieux loger ses services. Ces tours, rien ne les rend avenantes. Rien ne les rend sympathiques, pas même une balade d'amoureux qui se tiennent par la main. Elles font l'objet d'attaques, de sarcasmes.
Il faut les démolir, affirme sur cette banderole un Italien qui aime les arts, Liège et la Belgique. Et elles seront démolies, en fin de compte. Non pour des raisons artistiques, mais parce que la loi a changé en Belgique. Régionalisation. L'État central n'a plus le droit de construire pour la province, et la province n'a pas assez d'argent pour terminer son annexe. Il y a le fait également que l'opinion s'est réveillée à Liège. Les mandataires publics eux-mêmes, tous partis confondus, s'émeuvent et s'interrogent. Devant l'évidence du désastre et de l'absurdité, devant la profondeur de l'impasse où on est tombé, la question se pose désormais de savoir comment en sortir. Le 5 janvier 1985, révolution à la Violette. Par un accord unanime, le conseil communal abjure l'idée force des années 60. Il se rallie à des principes tout opposés. C'en est fini des autoroutes sur la place, des voies rapides devant les grands magasins, des gares d'autobus enterrées. Non, la place Saint-Lambert redeviendra citoyenne, conviviale. Elle sera bordée d'immeubles de part et d'autre sur les deux flancs. Et la ville choisit comme conseiller, coordinateur, un architecte au-dessus de tout soupçon. Claude Strobel s'applique depuis des années à l'aménagement de l'université au Sartiment. Sur Saint-Lambert, il ne dispose que de pouvoirs minimes, mais son influence fera autorité. Voici son dernier schéma illustré. Il date de 1994. Ne vous attachez pas trop aux détails, la méthode Strobel est souple, évolutive en fonction des développements du dossier. Fidélité totale au principe du plan directeur. En revanche, quantité d'aspects s'accommode de variations, de métamorphoses. Strobel ne manque pas d'imagination. Faut-il rappeler qu'il n'est ni l'auteur ni le maître des constructions. Il n'a pour mission que de conseiller, de coordonner si possible. Cette fonction que la ville de Liège lui avait confiée en 1985, avec le soutien de la région, voilà 12 ans que Claude Strobel l'assume. Quoi que l'avenir nous réserve, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup travaillé, inventé, discuté, négocié, patienté et surtout rapiécé, au risque de ne pouvoir effacer quelques coutures. Rapiécer cela, quand même, c'était une gageure. Surtout en essayant d'utiliser, de rentabiliser le béton injecté par milliards dans le sol à des fins hasardeuses. Où en est-on aujourd'hui? La voirie urbaine est achevée, pavée, un espace arboré dégage l'entrée des grands magasins, la place est structurée, étagée, gare et tourniquet d'autobus, entrée de l'archéoforum, esplanade offerte aux rencontres, aux spectacles, aux concerts. Ça s'est mis à fonctionner aussi. En dessous, le parking terminé est utilisable. À l'ouest de la place, un nouveau quartier se bâtit, l'îlot Saint-Michel. Pour assurer la diversité, plusieurs architectes se sont partagés l'ouvrage. Ce sera beau, titrait un journal liégeois, si la maquette ne ment pas. Claude Strobel, quant à lui, fait confiance au projet. La façade tournée vers Saint-Lambert sera monumentale, mais agrémentée de cafés et de commerces, on l'espère. Aux étages des appartements avec vue arrière sur les jardins. Un piétonnier, puis l'immeuble voisin, dont la devanture longera la rue Foch. Le tout coiffé d'un amusant chapeau mènera de Saint-Lambert vers la statue de Grétry. Mais voilà le monument, place de la République française, qui aura l'honneur d'affronter l'opéra, de lui donner la réplique. À sa droite, un autre piétonnier pour accéder à un ensemble de maisons. Une tour robuste, mais également des ateliers d'artistes, des jardiniers.
il y aura des arbres, de la verdure, des passerelles suspendues. Mais sur la gauche, il y a problème. Les restaurants et cafés riverains se plaignent de la réduction de leurs terrasses. Leur horizon, désormais, butera sur la rampe du parking. Une coupure, une couture, que le temps cicatrisera peut-être. Parlons de l'Archéoforum. Pénétrant sous la cathédrale disparue, il en découvrira les fondations et les marques des édifices qui l'ont précédé. Il s'agira de mettre en lumière un voyage dans le passé. Il s'agira d'illuminer aussi le circuit d'une galerie-exposition qui conduira des entrailles de Saint-Lambert à la place du marché. Que verra-t-on dans l'Archéoforum? Les traces et les vestiges que l'homme a laissés dans la terre, ici, pendant des siècles et des millénaires de présence. Les fragments et les merveilles que les fouilles ont réussi à dégager. Et, pourquoi pas, le chef-d'œuvre le plus célèbre de Liège. Les fonds baptismaux retrouveraient ici leur implantation d'origine, leur site historique, puisque c'est ici qu'ils furent installés au XIIe siècle et qu'ils ont servi à baptiser des générations de Liégeois jusqu'à la Révolution de 1789. Le retour des fonds baptismaux place Saint-Lambert, ne le prenez pas pour une fantaisie de ma part. Je ne vous le donne pas comme une certitude, mais on m'assure de bonnes sources qu'un accord de principe existe à ce propos. Par contre, j'ignore s'il existe toujours un accord à propos du théâtre. Strevel voudrait le situer là, entre Saint-Lambert et la place du marché. Là, et nulle part ailleurs. C'est là qu'il le juge indispensable pour l'animation et pour l'esthétique de la place. Le rêve de Strevel, c'est que le théâtre se relie directement à l'Archéoforum, que le foyer du théâtre s'inscrive dans les fondations de l'abside orientale de Saint-Lambert. Belle idée. Strevel parviendra-t-il à la concrétiser? L'emplacement du théâtre fait actuellement l'objet de polémiques. Donc, de ce côté de Saint-Lambert, subsiste un point d'interrogation. J'aimerais en planter un aussi, de l'autre côté, plus au nord. Des bâtiments importants devraient se construire là, en bas de Pierreuse, à l'attention de la justice. Voyez, j'en aperçois 4. Au vu de leur gabarit, on supposerait raisonnablement qu'ils contiendront bon nombre de bureaux et de salles. Du coup, j'espérais, naïvement, que la justice serait en mesure de libérer le palais. Il paraît que non. C'est dommage. Donc, les cours Renaissance ne pourront être mises en valeur. L'une restant réservée à des parcages de service et l'autre carrément inaccessible. Donc, les dignitaires, serviteurs et auxiliaires de la justice continueront d'accaparer, en les dénaturant, les ravissants salons du XVIIIe siècle. Donc, Liège continuera de se priver d'un atout princier. Imaginez pourtant le palais, adapté en musée, en contact avec l'Archéoforum devant lui, surmontant une place Saint-Lambert rénovée. Croyez-vous que l'ensemble manquerait d'allure, d'intérêt, de séduction? Si le président Mitterrand, il y a quelques années, n'avait pas poussé le ministère des Finances hors de l'aile Richelieu, où cette administration somptueuse résidait de longue date, jamais Paris n'aurait connu le musée du Grand Louvre. Paris n'est pas Liège, me direz-vous. J'en conviens. Mais quand même, serait-il défendu de s'inspirer de bons exemples? Liège n'est pas Paris. Vous avez raison. Mais enfin, nous avons si souvent été si proches dans notre histoire.